Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Que dit la science, qui est un espace réservé pour les chercheurs et les anciens chercheurs, un espace qui permet de parler de la science et de dire tout ce qui est autour de ce domaine, qui parfois peut-être beaucoup ne le savent pas. Alors nous sommes aujourd'hui ici pour parler d'un autre domaine. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau une dame, le professeur Lucie Abba Toumnou. Elle est venue de la Centrafrique à l'occasion de la session du CAMES qui se tient ici à N'Djamena. Alors bonjour prof. Bonjour, merci Bienvenue. beaucoup. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir de vous? Pouvez-vous présenter et nous parler un peu de votre parcours à nos téléspectateurs? Ah, vous m'avez déjà présenté en partie, mais je m'appelle le professeur Lucia Batoumnou. Je suis expert CAMES du CTS Sciences naturelles et agronomiques. Et mon domaine de spécialisation, c'est la production et la protection des végétaux. Et je suis également doyen de la faculté des sciences de l'université de Bangui. Alors, merci encore une fois de plus d'accepter notre invitation et venir un peu partager votre expérience avec nos téléspectateurs. Mais déjà, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous spécialiser dans la production et la protection des végétaux? Merci beaucoup pour cette question. On dit souvent que la plante, quand les gens disent que l'eau c'est la vie, mais moi je dis aussi que la plante c'est la vie. Parce que c'est la plante qui dégage de l'oxygène que nous, les êtres humains, nous captons pour pouvoir vivre. Et pour que la plante puisse bien réaliser cette fonction, il faudrait que la plante soit bien protégée. Et tout comme les humains qui souvent nous tombons malades, les plantes ont également des ennemis. Autrement dit, les plantes sont confrontées à des stress abiotiques, c'est-à-dire liés à l'environnement, mais également au stress biotique dû par exemple aux insectes ravageurs, aux champignons, aux maladies. Les plantes subissent également des contraintes. Et pour le bon fonctionnement de notre planète, il va falloir travailler sur les contraintes qui militent, n'est-ce pas, le développement, la croissance de la plante. Mais également, nous consommons de la plante, des végétaux, les cultures, par exemple les céréales, le riz, le maïs, tout ça, ce sont des plantes. Et je travaille également sur les contraintes liées aux plantes cultivées, notamment les cultures vivrières dont nous avons besoin pour notre consommation en tant qu'humains, mais également les animaux aussi en dépendent. J'allais poser la question quand vous avez évoqué l'aspect alimentaire. Aujourd'hui, dites-nous pourquoi ici la production végétale est vraiment cruciale pour la sécurité alimentaire mondiale. C'est très, très, très crucial pour la sécurité alimentaire parce que quand je prends les céréales, le cas par exemple de maïs, après le blé, le maïs est très, très, très cultivé pour l'alimentation humaine, mais également pour l'alimentation des animaux. Et ceux qui sont destinés pour l'alimentation des animaux, mais en fin de compte, c'est nous qui consommons ces animaux. Donc, les plantes jouent un rôle très, très, très crucial pour la sécurité alimentaire mondiale. Et quand on prend par exemple le riz, la plupart des produits PAM distribués dans le monde, ce sont des céréales. Le riz, le maïs, et sans ces cultures vivrières, le monde serait vraiment en catastrophe alimentaire.
Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer quand même que les producteurs font face quand même à certains défis. Quels sont, par exemple, les principaux défis que sont confrontés aujourd'hui les producteurs végétaux aujourd'hui en général, en fait? Les contraintes liées à la production végétale sont de plusieurs ordres. D'abord, pour nos régions, pour notre sous-région à nous, nous avons les contraintes liées aux insectes ravageurs. Hein. Ces insectes ravageurs sont des vecteurs de maladies. Et souvent, pour combattre ces contraintes-là, pour lever, n'est-ce pas, ces défis, les producteurs utilisent les insecticides, d'une manière générale, les pesticides. Et ces pesticides-là posent souvent des problèmes pour l'environnement, y compris la santé humaine. Parce que les résidus de ces pesticides-là peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire et causer des dégâts. Ils peuvent être à l'origine des cancers et d'autres maladies. Et par rapport à ça, il va falloir réfléchir sur d'autres technologies. Les technologies alternatives, moins polluantes et moins coûteuses aussi, qui puissent aider le monde rural en Afrique d'une manière générale. Et parmi ces technologies, j'ai travaillé sur les biopesticides. J'allais justement poser cette question. Quels sont, par exemple, selon vous, quand vous travaillez sur les biopesticides, quelles sont les dernières, par exemple, innovations technologiques ou bien méthodes qui ont révolutionné la production végétale actuellement? Alors, il y a plusieurs méthodes qui ont révolutionné, n'est-ce pas, le monde végétal. Et les biopesticides font partie de ces technologies. Les biopesticides, on les étudie, on les développe à partir des végétaux, à partir également de certaines substances qu'on peut avoir chez certaines bactéries. Vous voyez, par exemple, il y a un maïs qui est très répandu au monde qu'on appelle le maïs BT. Bacillus tubetes, ça veut dire Bacillus thuringiensis. Donc, ce maïs-là est résistant, n'est-ce pas, aux maladies et aux ravageurs. Pourquoi? Parce que on a incorporé, n'est-ce pas, des gènes de résistance aux maladies. Et sur les biopesticides, par exemple, on recherche dans les plantes des molécules ou bien des substances chimiques qui peut aider la plante à lutter contre ces maladies-là. Parce que naturellement, la plante élabore les éléments chimiques qu'on appelle les métabolites secondaires pour se protéger. Et en protection des cultures, on étudie ces métabolites et on essaie de renforcer leur efficacité pour utiliser contre les insectes, contre les champignons, contre les bactéries qui attaquent les plantes. Et par exemple, je vois le Nîmes qui est là-bas. Les chercheurs ont beaucoup travaillé sur le Nîmes. On peut apprendre aux producteurs comment fabriquer des biopesticides. Eux-mêmes, ils peuvent fabriquer ça à la maison et faire l'épandage sur les cultures. Donc, on pense à des technologies vraiment qui peuvent être à la portée aussi de nos producteurs, qui sont facilement vulgarisables auprès des producteurs. Mais il y a aussi d'autres techniques un peu plus coûteuses. Par exemple, les biopesticides développés par les pays du Nord qui sont très avancés dans les recherches dans ce domaine. Et également, dans la nature, quand on prend par exemple les insectes, il
il y a des insectes, certains insectes qui consomment les autres, hein, qui sont proies ou bien prédateurs des autres. Et on les utilise également en lutte biologique. Prenons le cas, par exemple, de la chenille légionnaire qui détruisent des cultures. On peut utiliser, n'est-ce pas, les perce-oreilles, qui sont également d'autres catégories des insectes et les trigodermas, pour pouvoir les combattre. Et aujourd'hui, il y a certains producteurs, par exemple, qui n'ont pas accès à ces pesticides dont vous faites allusion. Comment peut-être disponibiliser ça, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Nous, au niveau de la recherche, on travaille, on développe les technologies et les agents de la vulgarisation. C'est eux qui vulgarisent ces technologies-là auprès des producteurs en leur faisant des formations sur comment produire des biopesticides pour faire l'épandage sur les cultures. Parce que les biopesticides posent moins de problèmes pour l'environnement. Mais est-ce que c'est pas coûteux pour peut-être, disons, des petits agriculteurs qui ne font pas peut-être l'agriculture dans des grands espaces comme dans les pays du Nord? Est-ce que c'est d'ici, je vais dire, hein, de l'Afrique, ou bien dans nos pays, que ce soit à Centrafrique ou bien au Tchad, est-ce que ces agriculteurs peuvent vraiment avoir accès à ces pesticides? Avoir accès à des pesticides de synthèse, c'est coûteux. Un pesticide de synthèse peut coûter 30 000, 50 000, 100 000. Mais les biopesticides, je dirais, c'est pratiquement gratuit. Je prends toujours le cas de Nîmes, qui est là. On peut faire une préparation. Il suffit, par exemple, de prendre 20 grammes de ça et on prépare dans 1,5 litre d'eau qu'on met un peu de l'homo. C'est un adhésif. C'est pour permettre à la solution qu'on va préparer de s'adhérer, n'est-ce pas, aux végétaux. Là, ça ne coûte pas. Peut-être c'est la technique que ces éleveurs ne connaissent pas. Il faudrait quelqu'un pour Mais les agents de vulgarisation, je travaille, je suis dans un réseau, par exemple, de Prazac, avec les chercheurs tchadiens, tout ça, auxquels on a travaillé, avec lesquels on a travaillé sur les biopesticides et qu'on doit vulgariser auprès des producteurs. D'accord. Alors, prof, dites-nous aujourd'hui, quels sont par exemple les principaux ennemis des végétaux et comment aussi peuvent-ils affecter la culture? Les principaux ennemis de culture sont nombreux. Les insectes, qui sont non seulement qu'ils causent des dégâts directs sur les végétaux, mais également leur présence sur les végétaux, ils consomment les feuilles, peuvent laisser des ouvertures sur les végétaux et c'est la porte d'entrée des autres maladies, comme par exemple les maladies virales. Je prends par exemple le cas de la mosaïque africaine de manioc, qui sévit sur les cultures. Il y a aussi la panachure jaune, n'est-ce pas, qui est sur le riz. Et nous avons également la chenille légionnaire d'automne, qui fait des ravages en ce moment-là sur le continent africain. Et il y a aussi des contraintes liées aux champignons, qui, quand ils se développent dans les plantes, ils détruisent les éléments nutritifs dont la plante en a besoin pour sa croissance. Et ceci joue sur le rendement. Et nous avons également des contraintes aussi abiotiques. Abiotiques, ça peut être lié, n'est-ce pas, à l'environnement de la plante. Quand le sol n'est pas vraiment de très bonne qualité, ça peut impacter sur la plante. Et dans le cadre, par exemple, des changements climatiques, on a la sécheresse également qui peut impacter sur la plante.
On a également les inondations. Quand il y a aussi de l'eau vraiment en excès, bon, ça implique culture. Quand vous parlez de changement climatique, aujourd'hui, comment arriver peut-être à avoir une résilience agricole ou bien comment avoir peut-être disons, des espèces qui peuvent s'adapter par rapport à ce changement climatique? Alors, la science évolue en fonction des réalités de l'heure. Par exemple, quand la chenille légionnaire d'automne est arrivée, nous avons testé les pesticides, mais c'était vraiment très, très, très coûteux. Alors, nous avons élaboré un projet. Nous avons soumis ça à l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a financé. Et ce projet-là, on veut développer des variétés de maïs résistantes à la chenille légionnaire. Donc, pour solutionner les problèmes liés au changement climatique, on peut aussi développer des variétés, n'est-ce pas, résistantes à la sécheresse, par exemple, des variétés résistantes aux maladies. Et voilà, donc on adapte les technologies par rapport aux réalités liées au changement climatique. Aujourd'hui, nous voyons peut-être dans nos pays africains, il y a peut-être il y a des agriculteurs qui ne sont pas peut-être avisés par rapport à ce problème de changement climatique. Et surtout quand on prend par exemple les inondations, chaque année, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce qu'ils n'ont pas vraiment reçu la formation comme il se doit? Comment pensez-vous qu'ils peuvent vraiment être aussi au même pied avec certains agriculteurs dans d'autres pays du Nord pour ne pas vraiment chaque année avoir ces problèmes d'inondation où les champs sont envahis, on ne peut pas avoir des cultures, bien peut-être quand on fait la culture mais on ne trouve pas les rendements qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut exactement selon vous? Alors, les solutions sont à multifacettes, je pourrais dire. Il faudrait installer un dispositif d'alerte précoce, un dispositif météorologique d'alerte précoce et faire des études pour élaborer des modèles qui permettent de prédire un peu ces catastrophes-là. Comme on le dit, il faudrait prévenir ces choses-là et sensibiliser vraiment la population, former la population sur la gestion de ces risques-là. Mais il n'y a pas vraiment un modèle performant à 100%. Quand on prend par exemple le cas des pays du Nord, qui ont des technologies qu'il faut, qui ont développé des modèles, tout ça, pour prédire ces choses-là. Mais il arrive quand même que ces catastrophes-là arrivent. Il n'y a pas de risque zéro. Voilà, pas de risque zéro. Donc, et aussi la manière, n'est-ce pas, de mettre en valeur nos villes, ainsi de suite. Nous devons aussi tenir compte de ces choses-là, faire des canalisations qu'il faut quand c'est vrai, par moment, les bas-fonds, on peut les exploiter, mais il faut installer des dispositifs météorologiques qui permettent vraiment de travailler sur ces risques-là. D'accord. Alors, prof, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des approches biologiques par rapport aux approches chimiques dans la protection des végétaux? Alors, la lutte chimique, c'est le dernier atout militaire. Compte tenu de ses impacts négatifs sur l'homme, sur tout ce qui nous entoure. La lutte chimique, c'est vrai, vous utilisez aujourd'hui, vous avez le résultat escompté, mais en lutte chimique, il y a ce qu'on appelle la rémanence, c'est-à-dire la durée de vie
d'un élément chimique dans la nature. Et ça peut impacter les organismes non cibles, ça peut se retrouver dans les nappes phréatiques, hein, et les poissons également peuvent subir, n'est-ce pas, des conséquences. Et puisque, en fin de compte, c'est nous qui consommons ces poissons, mais ces pesticides aussi peuvent se retrouver en nous. Et donc, la lutte chimique n'est pas à conseiller. N'est vraiment pas à conseiller. Et on préfère beaucoup plus parler maintenant de la lutte intégrée, qui est une combinaison de plusieurs méthodes de lutte pour limiter les contraintes liées aux végétaux. Et les biopesticides peuvent être utilisés, la lutte biologique peuvent être utilisées, la résistance variétale peuvent être utilisées, mais il y a également les méthodes culturales. Les méthodes culturales, par exemple, si en 2021, dans mon champ, j'ai planté du maïs, il serait souhaitable que en 2025 que je puisse planter une autre culture. Si je ne le fais pas, le maïs que j'avais planté l'année passée, il y avait certainement dans mon champ des insectes qui se sont développés dans ces champs-là. Et si je remets encore du maïs, mais là, je suis en train de leur donner à manger et je suis en train de multiplier aussi leur population. Or, si je mets d'autres cultures, et si leur préférence est le maïs, ils trouveront pas de maïs à manger et effectivement, ils vont disparaître. Donc, les méthodes culturelles, il faut changer des cultures pour un même espace, pour un même champ. Mais il faut aussi connaître aussi le sol pour peut-être faire ces variations. Effectivement, avant de mettre une culture au sol, il serait souhaitable de faire une analyse de ce sol-là pour voir est-ce que c'est vraiment un bon sol pour la plantation. Et P, c'est Purdue, c'est une université américaine. I, c'est improve, c'est-à-dire améliorer. Et puis C, c'est crops ou bien la culture. Et S, c'est storage, c'est-à-dire conservation. Donc, les sacs PIX, ce sont des sacs développés par l'université Purdue des États-Unis avec qui nous sommes en collaboration. C'est une technologie hermétique pour la conservation, n'est-ce pas, des récoltes. Oh. Pourquoi les conserver? Quand je prends par exemple le cas de niébé ou bien le cas de maïs ou de l'arachide, le niébé par exemple, après 1 à 2 mois, quand c'est pas bien conservé, il y a les insectes qui se développent déjà à l'intérieur. Et ces insectes, quand ils se développent et qu'on les consomme, on consomme ces aliments-là, ils sécrètent des toxines, des alpha-toxines qui finalement se retrouvent dans l'organisme humain et ça peut être à l'origine de beaucoup de maladies. Donc, avec les technologies hermétiques, les insectes ne respirent pas. On les asphyxie. Parce que les insectes également respirent comme vous et moi. Donc, le fait de les mettre dans cette technologie hermétique, on les étouffe et ça permet de conserver les récoltes pendant quelques mois, voire quelques années. Aujourd'hui, si on vous demande quel conseil peut-être donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent se lancer dans une carrière en production et protection des végétaux? Les opportunités sont multiples parce que il y a plusieurs domaines que nous n'avons pas encore explorés. Il y a vraiment du pain sur la planche et vu l'importance vraiment des végétaux, que ça soit les plantes cultivées ou les plantes non cultivées, tout ça là, ça produit un couvert végétal.
Ça permet de séquestrer le carbone et ça fait du bien de manière écologique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités liées, n'est-ce pas, aux recherches scientifiques sur les sur la production et la protection des cultures. Comment vous envisagez peut-être l'évolution de ce domaine peut-être dans les 10 prochaines années? Alors, d'abord, c'est ce que nous sommes en train de faire, mettre un paquet sur la formation des jeunes, de nos étudiants, développer vraiment des thématiques de recherche qui traitent de nos problèmes, de nos réalités, des réalités de chaque pays. Parce que je crois qu'il faut vraiment travailler sur les réalités de chaque pays. On peut bien transférer une technologie des pays avancés, mais si on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes de gestion d'eau, cette technologie-là ne marchera pas. Donc, ce que nous faisons, nous développons des axes de recherche sur les réalités de chaque pays pour trouver des solutions à la sécurité alimentaire, au développement de nos États. Il faut une recherche qui aboutit forcément au développement. Recherche appliquée. D'accord. Alors, quel est le message que vous aimeriez peut-être transmettre à nos téléspectateurs concernant l'importance de la production et de la protection des végétaux? Alors, d'abord, dans chaque cour, il serait souhaitable de planter vraiment des arbres, des plantes et de bien les entretenir. Et surtout, si on a des problèmes, si on a des problèmes, des attaques sur les plantes, et il n'est pas vraiment conseillé à utiliser si vite les pesticides de synthèse. Et il faut vraiment utiliser les moyens alternatifs tels que les biopesticides pour solutionner les problèmes que nous pouvons avoir sur les végétaux qui nous entourent. Et également dans les marchés ou bien dans les systèmes de stockage, il est vraiment déconseillé de consommer des denrées alimentaires dont les insectes sont très développés là-dedans, parce que le développement de ces insectes-là peuvent les alpha-toxines, les toxines peuvent se développer et c'est dangereux pour la santé. Mais en amont, il faut bien les conserver en utilisant les technologies qui existent, qui permettent de bien conserver, parce qu'il en va de notre santé. Quel serait votre mot de fin? Un grand merci au gouvernement tchadien d'avoir d'avoir autorisé la tenue, n'est-ce pas, de CCI, de 47e session de CCI ici au Tchad. Et vraiment, d'après les Covid là, le phénomène de Covid que nous avons connu, c'est la première fois qu'on se retrouve vraiment en présentiel. Et l'accueil est très chaleureux. Nous avons travaillé dans une atmosphère très, très, très conviviale. Le confort y est. Et c'est ici l'occasion vraiment de remercier le gouvernement du Tchad, le peuple tchadien pour l'accueil chaleureux. Le secrétariat du CAMES aussi, qui a porté son choix sur le Tchad pour accueillir cette session. Et je vous remercie également de m'avoir honoré. Merci beaucoup.
Voilà, comme je disais tantôt, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mesdames, Messieurs, nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau professeur Lucie Abba Toumnou. Elle est doyenne de la faculté de sciences à l'université de Bangui en RCA. Nous avons eu cette opportunité de discuter avec lui sur son domaine qui est la protection et la production des végétaux. Une fois de plus, merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, Merci. alors ne quittez pas nos téléspectateurs, continuez à nous suivre sur Electron TV, la chaîne citoyenne. Au revoir et à la prochaine.